La présence du moulin dans nos paysages, dans nos contes et nos légendes, voire dans nos chansons enfantines, témoigne de son importance économique et sociale dans l'Europe pré-industrielle. C'est en effet un équipement technique indispensable à la vie des sociétés, indispensable à la fabrication de la farine, matière première de l'aliment de base, le pain. Il est également un lieu d'innovation et contribue ainsi largement à la révolution technique des XIe et XIIe siècles. Dès lors et jusqu'au XVIIIe siècle, le moulin est partout, à la ville comme à la campagne, et sert à presque tout. Il est l'unique machine. On distingue 4 sortes de moulins si l'on accepte la forme la plus archaïque, la plus rudimentaire, utilisée dès le néolithique, dans laquelle le grain est écrasé par la meule, mue par la force de l'animal ou celle de l'esclave. Le moulin à eau est la technique la plus répandue. Présent dès le 1er siècle avant Jésus-Christ dans le monde romain, il se multiplie au Moyen-Âge. La force hydraulique devient alors une énergie majeure pour répondre aux besoins de la population qui augmente du fait des progrès agricoles. On équipe les cours d'eau de digues, de canaux, d'amenés, de dérivations pour les moulins. Le moulin à vent, né sans doute en Perse au 7e siècle avant Jésus-Christ, s'étend en Europe à partir du monde anglo-normand à la fin du XIIe siècle. Le moulin à marée, en amont des estuaires, le moulin à nef ou moulin flottant dans les grands cours d'eau. Les moulins sont adaptés à des tâches que certains historiens qualifient d'industrielles par l'augmentation de la productivité qu'ils permettent. C'est le cas notamment dans le textile, le papier, le tannage des peaux, ainsi que dans la métallurgie. Ils actionnent des marteaux, des scies, des souffleries, des pilons. Économie de main-d'œuvre, augmentation de la production. Pourtant, le moulin à blé reste le plus présent car le plus indispensable. Le coût de telles constructions et des aménagements nécessaires à leur fonctionnement en font des enjeux économiques et sociaux dont la seigneurie féodale tire profit. L'essor des moulins va de pair avec celui de la seigneurie banale au XIIe siècle. Le seigneur équipe son territoire et impose aux habitants de se servir de son moulin, de son four. Ces usages obligatoires et payants sont appelés les banalités. Le moulin apparaît ainsi comme un facteur de croissance et un outil de domination, ce que le cliché traditionnel, souvent négatif, du meunier peut traduire. Le meunier étant celui qui est accusé d'être l'homme du seigneur, qui s'enrichit sur le dos des paysans, et celui que l'on envie ou que l'on raille, notamment pour la légèreté supposée des mœurs de son épouse. Au XIXe siècle, la construction des moulins s'est poursuivie dans un cadre entrepreneurial, freiné cependant par les progrès du machinisme industriel et le développement d'entreprises de grande taille. On comptait environ 100 000 moulins en France au XIXe siècle, dont 83% étaient des moulins à eau. Dans la région dauphinoise, le moulin à eau est également très largement majoritaire et son emploi relève presque exclusivement de la meunerie. Sur la commune de Gus-la-Croix-Haute ont été recensés 9 moulins à eau de taille et de longévité inégales. 5 ont été construits avant la Révolution et relevés de la seigneurie banale. 3 tiraient leurs eaux du Lunel à la Croix-Haute, au logis de l'Ours et au Grand Logis. Et 2 du Buèche, à la Jargeatte et au Coréarde, en amont de la confluence avec le Lunel. 4 autres moulins apparaîtront après la Révolution, quand les privilèges seigneuriaux auront été abolis. Au logis de l'Ours et au Coréarde, ils entrèrent en concurrence avec les moulins existants. 8 étaient des moulins à farine et 1, installé au Trabuèche, avait un usage industriel. C'était un moulin à foulon, pour fouler les draps de chanvre, c'est-à-dire feutrer les étoffes de chanvre en les pilonnant pour les rendre souples et solides. Un seul moulin survivra à la Grande Guerre, celui des Coréardes. Aujourd'hui, 13 novembre 1734 après-midi,
par devant le notaire royal est présent très haut et très puissant seigneur, messire Balthazar Alexandre de Gérante, marquis de Sénas et d'Orgeval, seigneur baron de Luce-la-Croix et autres places, résidant à la ville de Paris. Il baille en albergement à honnête Jean Bognaud ménager, habitant du lieu des Coréardes ici présent, le moulin à blé appartenant au seigneur, avec la banalité du dit moulin pour tous les habitants des Coréardes, des Trabuèches et du Masrebuffa, qui sont tenus et obligés de venir faire moudre leurs grains au dit moulin et de payer le droit de mouture à la cote 32e, suivant l'usage, sans pouvoir aller moudre ailleurs. Le dit albergement est passé sous la pension annuelle et perpétuelle de la somme de 150 livres et de 2 paires de poulets, payables annuellement en 3 termes et 3 payes égales, la première aux fêtes de Noël, la deuxième aux fêtes de Pâques et la troisième à la Saint-Jean. En raison de la faible pente de la vallée, le canal d'amener d'eau du moulin est particulièrement long, plus d'1 kilomètre. Il prend naissance au lieu-dit La Prise, sur la rive droite du Bouèche, à hauteur du Trabuèche. Son trajet est parsemé de petites trappes qui permettent l'arrosage des prés du village des Coréardes. Il alimentait également, en amont du moulin, une scierie et en aval une forge et une autre scierie. Il existe également des vestiges au-dessus du moulin d'un martinet et d'un haut fourneau à l'emplacement où la scie d'amont sera ensuite construite. Il longeait ensuite le Bouèche et ne le retrouvait qu'au pied de la montagne du Chalérat, au lieu dit le Champ du Four. D'abord moulin banal, propriété du seigneur et affermé, il est réservé aux habitants des Coréardes, du Trabuèche et du Masrebuffa, qui devront s'acquitter chaque année de 20 sétiers de seigle. Vers 1812, il sera acquis en pleine propriété par la famille Bognaud. De Jean Bognaud à Claude, de Claude à Jean, de Jean à Jean-Pierre, de Jean-Pierre à Jean-Pierre, de Jean-Pierre à Célestin, de Célestin à Célestin, de Célestin à Augustin et d'Augustin à Marcel, les membres de la famille ne cesseront de le faire fonctionner entre 1734 et 1958 pour la farine panifiable et octobre 1968 pour la farine animale, date à laquelle il fermera définitivement sa porte.